Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain, Christophe Debien. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio dans La Planète Demain, l'émission qui met à l'honneur l'écologie positive et ses acteurs. Dans la seconde partie de notre émission, nous aurons le plaisir d'accueillir Gaston Tolila de l'agence d'architecture Tolila et Gilliland, spécialiste des constructions bas carbone. Mais tout de suite, nous avons l'honneur de recevoir Rémi Compagnot, cofondateur de la société ILEC, fournisseur et producteur indépendant d'électricité verte, qui lance une offre super heure creuse, je crois, pour les propriétaires de véhicules électriques. Bonjour Rémi. Bonjour Christophe. Alors en France, le prix du gaz et de l'électricité s'est envolé depuis quelques mois. De ce fait, les Français sont de plus en plus sensibles aux économies d'énergie. Et vous avez choisi d'offrir à nos concitoyens la possibilité de réduire considérablement leur facture d'énergie. Rémi, qui a créé la société ILEC ? Alors, merci de m'accueillir ici. Pour répondre à votre question, donc c'est moi et un associé qui s'appelle Julien. On a décidé en 2016 de monter une activité de fourniture d'électricité et de gaz. Donc en quelques mots, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait comme l'acteur historique, de pouvoir, auprès de clients résidentiels, de pouvoir leur fournir de l'énergie, électricité ou gaz d'origine renouvelable. Alors, la curiosité m'anime, et pour en savoir un petit peu plus sur votre société, quel est son chiffre d'affaires et combien de salariés avez-vous aujourd'hui ? Alors, on fait un peu moins de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires et on est 200 salariés aujourd'hui chez ILEC. C'est déjà une belle entreprise. Ça commence, voilà. Ça commence, oui. Ça commence. Quel est précisément le positionnement de la société ILEC ? C'est un positionnement qui est assez unique sur le marché, c'est-à-dire qu'on fait du sourcing d'énergie auprès de producteurs en direct, c'est-à-dire qu'on va se retrouver à faire des contrats d'achat d'énergie auprès de producteurs indépendants renouvelables. Quand vous allez au bord de la mer, vous pouvez croiser un parc éolien, on va rencontrer ce producteur et signer avec lui un contrat d'achat d'énergie exclusif pendant une période de 2-3 ans. Et on va mettre cette énergie dans notre portefeuille. Et de l'autre côté, on va vendre de l'énergie auprès de particuliers et on va simplement compter leur énergie qui vont consommer sur leur compteur et on va les facturer. Donc ça, c'est le métier de fournisseur qu'on réalise depuis bientôt 8 ans. Et combien de clients avez-vous aujourd'hui ? Donc on a 170 000 clients en portefeuille. Alors c'est beaucoup et en même temps, il y a beaucoup de Français, donc ça reste un chiffre relativement petit par rapport au potentiel du marché. Et votre objectif à 3 ans, c'est quoi ? On vise 400 000 compteurs d'ici 4 ans. Voilà. Alors, j'ai lu un petit peu, enfin même un peu beaucoup, ce que vous faisiez et je me suis renseigné bien entendu. Et je crois savoir que le rapport d'activité de mai 2023 du médiateur de l'énergie a classé votre service client au premier rang des fournisseurs d'énergie en termes de faible taux de litige. Comment l'expliquez-vous ? Alors en fait, pour expliquer ce que c'est, le médiateur, c'est une structure indépendante qui encadre notre métier de fournisseur. Et effectivement, on a eu l'honneur d'avoir ce taux de litige le plus faible du marché, donc devant des acteurs comme EDF, Total ou Engie. Donc on a été très fiers et c'est l'objet d'une culture de travail centrée auprès du client. Donc en fait, ça traduit par quoi ? On a un service client en interne et on met toute notre énergie pour satisfaire le client et répondre à ses questions, à ses besoins. Alors j'ai vu également que vous aviez une labellisation qui est en fait un développement d'une offre 100% verte, c'est ça ? Alors ouais, l'ADEME a créé un label qui s'appelle Label VertVolt, qui est aujourd'hui assez peu connu du grand public, mais qui permet de pouvoir garantir, quand on dit c'est quoi une offre verte, qu'en fait qu'elle est bien achetée auprès d'un producteur en direct. Et donc c'est bien le label ADEME qui a été créé il y a quelques temps, il y a seulement 2 ans. Et en quoi elle est différente des offres classiques ? En fait, la question c'est vers où va l'argent de votre facture ? Est-ce qu'elle va auprès d'un producteur lambda ou est-ce qu'elle va auprès d'un producteur qui est identifié ? Et donc c'est la part énergie d'une facture d'un Français, c'est à peu près 30% qui va être redistribué à un producteur. Et chez ILEC, on connaît les producteurs qui vont être rémunérés. Alors, quels sont les défis principaux aujourd'hui auxquels vous faites face chez ILEC ? Alors, les défis qu'on fait face, c'est les défis que les Français ont à aborder. C'est l'enjeu de consommer plus d'énergie renouvelable et en consommer le moins possible. Donc il y a un enjeu de verdir le mix et un enjeu de sobriété, de savoir comment les gens peuvent demain moins consommer d'énergie pour un même équipement.
On vous dit énergéticien 100% renouvelable, mais comment la société ILEC s'approvisionne-t-elle en énergie renouvelable justement, et quelles sont les principales sources d'énergie que vous commercialisez ? Alors nous, on commercialise l'énergie qui est disponible et produite sur le territoire. On a de l'hydroélectricité, de l'éolien, du solaire, donc c'est l'énergie que tout le monde connaît. Et sur le gaz, une énergie qui est un peu moins connue, même si je sais que vous avez fait une émission sur le sujet, ce qui est le gaz vert, donc le biométhane, le fait qu'on achète l'énergie d'agriculteurs qui méthanisent du gaz. Alors, existe-t-il un processus de sélection des producteurs d'énergie avec lesquels vous collaborez ? C'est un partenariat, donc il n'y a pas à proprement parler un critère. C'est pas nous qui choisissons, c'est un choix conjoint. Il y a des intérêts financiers, il y a aussi des intérêts de notoriété, d'image. Donc en fait, on se choisit entre producteurs et fournisseurs. Alors, vous avez peut-être été inspiré par des innovations récentes dans le domaine des énergies vertes. Comment l'entreprise intègre-t-elle ces innovations dans ses offres ? En fait, l'enjeu sur lequel on va aller, c'est l'enjeu de comment accompagner les consommateurs vers, je le disais tout à l'heure, moins consommer. Donc, c'est des enjeux de sobriété énergétique et comment faire en sorte pour que ça coûte moins cher. Et ces deux enjeux, c'est la notion de flexibilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la production d'énergie renouvelable, aujourd'hui, quand on appuie sur un bouton, on a la chance que la lumière s'allume. Mais la réalité, c'est qu'il faudrait avoir des comportements qui sont plus en adéquation avec l'énergie qui est produite sur le territoire. Donc cette flexibilité, c'est l'enjeu qu'on a chez ILEC, c'est accompagner le client vers des comportements de consommation qui sont, un, plus favorables à la transition énergétique, et deux, qui coûtent moins cher. Alors, quel projet d'innovation, par exemple, avez-vous pour le futur, notamment en termes de technologie propre ou d'optimisation des réseaux énergétiques ? C'est ce que je disais, la question c'est, aujourd'hui, quand vous demandez à une personne, est-ce que vous savez combien vous consommez en unités de kilowattheure ? Combien ça vous coûte? Les gens peuvent une partie le savoir, mais combien vous consomme un frigo? Combien consomme votre voiture électrique? Combien consomme votre chauffage? Les gens ne le savent pas. Donc l'enjeu numéro 1 qu'on a, c'est un enjeu d'éducation, de faire en sorte que le grand public et le consommateur soient plus avertis sur ces enjeux de combien me coûte mon énergie et comment faire. D'ailleurs, une fois que j'ai compris comment elle se répartissait, je peux commencer à avoir des actions ou des comportements qui vont changer. Donc la première étape, c'est une étape d'éducation. Et une fois qu'on aura éduqué nos clients et globalement les Français, il y aura des actions qui pourront être mises en place. Quels sont les projets aujourd'hui de développement d'ILEC dans la production d'énergie ? Dans la production d'énergie, on est en phase moins mature que la partie fourniture. On a un pipe de projets en hydro et en solaire d'une vingtaine de sites d'ici les prochains mois. Alors, on en a parlé en tout début d'émission, je l'ai annoncé dans le lancement de l'émission, vous avez lancé vous-même une offre de fourniture de recharge de véhicules électriques, mais pour quelle raison ? Alors c'est ce que je dis, donc c'est une première initiative qu'on vient de lancer, on est assez content de cette innovation, qui est de se poser la question comment inciter les propriétaires de véhicules électriques qui vont avoir une consommation qui va passer d'une consommation fossile à une consommation électrique qui va massivement se passer dans le domicile. Comment faire en sorte pour pousser le consommateur à la recharger au moment où c'est le moins cher. Et donc pour ça, on a lancé une offre qu'on appelle Super Creuse, qui est 4 heures dans la nuit. On va proposer les heures les moins chères du marché en France. Et on va comme ça inciter les utilisateurs et donc les personnes qui possèdent un véhicule électrique de prendre un contrat chez nous et de pouvoir charger ces heures là où elles sont moins chères. Et nous, en tant que fournisseur, à ces heures de la journée, on va les payer moins cher et on va rétribuer une partie de cette économie directement aux consommateurs. Et c'est des heures en plus qui sont moins carbonées sur le mix. Alors, les prix du gaz, notamment les prix de gros du gaz et de l'électricité ont évolué ces 12 derniers mois. Selon vous, quelles sont les projections pour cet hiver ? Alors, elles sont plutôt rassurantes par rapport à ce qu'on a connu ces 2 dernières années, où on avait un coût de l'énergie qui était fluctuant et assez haussier. Aujourd'hui, on a une énergie qui reste plus chère que ce qu'on a connu avant 2022, mais qui est stable.
Donc aujourd'hui, le message qu'on peut passer aux consommateurs, c'est que l'énergie ne va pas augmenter, elle va plutôt être baissière, mais une baisse qui sera modérée, parce que l'État aujourd'hui en réglemente une partie et va compenser cette baisse par une partie de hausse de taxes. Merci beaucoup Rémi Compagnot, cofondateur d'ILEC, fournisseur et producteur indépendant d'électricité verte. Nous nous retrouvons dans quelques instants pour un reportage en immersion avec Thibaut, notre French Trotter. À tout de suite sur Sud Radio. Picotis Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain, Christophe Debiens. Nous voici de retour sur Sud Radio dans la planète demain en compagnie de Thibaut, notre Thibaut national. Bonjour Thibaut. Bonjour Christophe. Vous allez nous parler d'un patrimoine naturel très riche, mais que l'on connaît assez mal finalement. Exactement, et ce patrimoine naturel, Christophe, c'est la Seine, avec ses presque 800 km du plateau de Langres jusqu'à la Manche. Elle possède un écosystème à la biodiversité incroyable. Par exemple, si on s'en tient uniquement aux poissons, il y a plus de 30 espèces qui y vivent. Et justement, j'ai rencontré quelqu'un qui est passionné par ce fleuve, il s'appelle Nicolas Sirot, et depuis 7 ans, il organise chaque année un événement très original, une descente de la Seine en paddle, sur quelques dizaines de kilomètres dans les Hauts-de-Seine. Et je l'ai rencontré lors de la dernière édition à laquelle j'ai participé. Et écoutez bien, il nous explique comment cette initiative permet de se réapproprier le fleuve. Aujourd'hui, on a peut-être un petit peu pris nos distances avec la nature et la Seine, elle incarne complètement ça. Il y a 80% des gens qui pensent que la Seine est sale et dangereuse. Et puis c'est un peu à l'image aujourd'hui de la nature, des forêts, des animaux. On s'en méfie, on a créé une distance. Et la Seine incarne ça, c'est-à-dire cette opportunité de se reconnecter à la nature. Et puis quand on va dessus, on se rend compte que le principal est préservé, ça reste un environnement merveilleux, naturel. Il y a 30 espèces de poissons aujourd'hui dans la Seine. Et on a beaucoup à gagner à nous y reconnecter. Parce que retourner vers la Seine, retourner vers la nature, aller dessus, aller sur l'eau, au contact de l'eau, c'est apprendre à la connaître. Et assez vite, on rentre dans une envie de la préserver. Est-ce qu'en 7 ans, est-ce que l'écosystème a évolué ? Vous avez vu évoluer cet écosystème ? Parce que beaucoup d'efforts ont été faits pour rendre il se passe quelque chose, mais elle était déjà. Enfin, il y avait un certain nombre de gens qui en profitent, qui vivent en bord de Seine et qui savent à quel point c'est un environnement, je dirais, paisible et agréable et parfois préservé. Et absolument enthousiasmant et dont on a besoin. Mais là, effectivement, il y a des choses qui se passent qui font que la conscience du grand public est en train de changer. Avec les initiatives des JO et tout ce qui se fait, on n'a pas du tout la même appréhension dans quelques années. Les gens se seront baignés ou seront venus sur des événements comme le nôtre. Et ça va changer. On précise que c'est en paddle. C'est un événement qui est né autour du paddle parce que le paddle est facile à gérer en termes de logistique. C'est aussi quelque chose qu'on peut transporter le long si on doit marcher le long d'une écluse et c'est aussi un véhicule qui peut vraiment longer la côte et donc laisser toute sa place aux autres usages du fleuve. On gêne pas les péniches et c'est ça qu'on veut montrer. On a vocation à déployer ça sur d'autres supports, d'où toujours en tout cas cette idée de ramer, de se laisser porter par le courant. Donc et d'être en symbiose avec la nature, avec ce fleuve. En symbiose avec la nature et The Flow aussi évoque l'idée du juste rythme. Je pense que c'est quelque chose qui est très puissant aujourd'hui et très important. C'est les mobilités douces. Les mobilités douces, mais ça va au-delà. On a tous un sujet à trouver notre bon rythme. Le flow, c'est un mot qui a été beaucoup utilisé par les sportifs lors des Jeux Olympiques. C'est cet état dans lequel on se sent bien. Il faut aller au bon rythme, ni trop vite, ni trop lentement, au bon rythme. Et c'est là qu'on trouve notre équilibre. Et ça vaut pour la mobilité, le fait d'avancer tout simplement sur l'eau, mais aussi dans nos vies, à quel rythme on doit porter nos projets, et puis les entreprises, à quel rythme doivent-elles se développer pour être conscientes et voilà, ne pas dégrader aussi notre écosystème. Donc The Flow, on essaye d'adresser une dimension un peu plus haute que celle juste du sport ou même de la nature, quoi. Eh bien, merci beaucoup Thibaut pour tout savoir sur les prochaines éditions de The Flow. Rendez-vous sur son site Instagram, sur son compte Instagram, pardon. À la semaine prochaine. Merci Thibaut. Nous voilà de retour dans le studio de Sud Radio, la planète demain, où nous avons maintenant le plaisir d'accueillir Gaston Tolila de l'agence d'architecture Tolila et Gilliland, spécialiste de construction bas carbone. Bonjour Gaston. Bonjour Christophe. Vous vous êtes donné pour mission de bâtir pour le climat et le vivre ensemble. Des logements, hôpitaux, centres de soins, aménagements urbains, transformation de bureaux en habitat. Vous êtes architecte de réalisation contemporaine, exemplaire, qui incarne la décarbonation de la construction. Mais qu'est-ce qui vous motive ?
Ce qui me motive, c'est l'état aujourd'hui de la construction. C'est-à-dire qu'on sait que le domaine de la construction aujourd'hui est très carboné. L'acte même de construire entraîne une pollution et un acte carboné. Donc, il faut chercher de nouvelles solutions pour réduire cette carbonation, et notamment par l'utilisation de matériaux naturels. Donc, c'est pour ça qu'on cherche à utiliser du bois, de la terre crue, d'autres matériaux qui sortent des matériaux traditionnels comme le béton armé, quoi. Alors, justement, ces matériaux dont vous parlez sont spécifiques. Sont-ils biosourcés ? Oui, c'est ça. Ils sont biosourcés ou géosourcés. Biosourcés, ça veut dire qu'ils viennent de la nature. Hein. Géosourcés, ça veut dire qu'ils viennent de l'environnement proche, hein, comme la terre. Hein, la terre, c'est un cas intéressant parce que souvent, quand on fait un chantier, on commence par faire un trou. On déblaye. Et puis, cette terre, elle est considérée comme un déchet. Donc généralement, elle est amenée ailleurs, elle est jetée, en fait. Alors que ça peut être une ressource, au contraire. Et donc, on peut l'analyser, la transformer et, par exemple, en faire des briques. Tout simplement, les briques de terre crue, ça veut dire qu'on ne cuit pas la brique, donc il n'y a pas cette action de chauffer et donc d'émettre de l'énergie. Et au contraire, juste en compressant la terre, eh bien, on a une brique qu'on peut utiliser pour faire une école, un hôpital, des habitations. Donc vous êtes en plein dans l'économie circulaire, finalement. Oui, ça y ressemble. Comment envisagez-vous pouvoir vous inscrire dans l'histoire et la géographie des lieux ? D'abord, c'est étudier l'endroit où on se trouve pour construire, effectivement, étudier l'histoire du lieu. Là, on a construit des logements sociaux à Bagneux. Ce sont les faubourgs parisiens. Il y a une histoire de la brique très, très forte dans cet environnement-là qu'on connaît tous quand on se promène dans ces quartiers. Et donc, appartenir au lieu, c'est retrouver cette histoire-là. Donc, par exemple, travailler sur la brique, mais l'utiliser d'une manière contemporaine. Donc trouver une façon de faire de la brique d'aujourd'hui. J'entends que vous êtes vraiment visionnaire et vous prenez une architecture de la perception, du ressenti, faisant appel aux 5 sens. Donc une architecture au service du bien-être. Mais quel est votre secret ? Le secret, c'est beaucoup de dialogue. C'est-à-dire que, par exemple, pour un hôpital qu'on a fait à Meulan en Yvelines, on a beaucoup travaillé avec les équipes médicales. On a parlé avec les équipes médicales pour comprendre quel était le ressenti des patients et des soignants et adapter un hôpital qui sorte de la boîte blanche, du couloir blanc qu'on connaît tous avec des portes à gauche et à droite, et au contraire faire un lieu avec beaucoup de lumière qui rentre et puis un travail sur la perception des sens, effectivement, avec le bois, une structure qui est entièrement faite en bois massif, et puis les briques de terre crue aussi, où quand on rentre dans la pièce, on sent l'odeur du bois, on sent l'odeur de la terre, l'ambiance acoustique n'est pas la même aussi, c'est-à-dire qu'on cherche un endroit qui est hospitalier dans tous les sens du terme et qui sorte de ce qu'on a pu connaître avant. Alors, comment, selon vous, peut-on retrouver le goût du logement collectif ? En essayant de créer les conditions du vivre ensemble. Alors, c'est pas évident à faire, mais ça se teste, et puis on voit si on y arrive à la fin. À Bagneux, pour les logements sociaux qu'on a fait, plutôt que de faire des petits paliers d'étages fermés, on a fait des grands paliers d'étages ouverts à l'air libre. Et donc, ce sont des conditions où les gens ont une chance de se retrouver, de parler avec son voisin, d'installer une petite table pour manger avec l'autre. Et donc, créer ces conditions-là, ça se prévoit à l'avance. Et puis, nous, les architectes, on essaye de créer ces conditions-là. Donc, vous avez en fait favorisé les échanges entre habitants. C'est pas plus compliqué que ça. Oui, quelquefois, ça commence par des choses simples. Oui. Vos programmes immobiliers s'inscrivent aussi dans un tissu plutôt francilien, marqué par l'architecture de briques. Comment arrivez-vous à une bonne intégration en mettant en valeur le patrimoine existant et en réduisant significativement le recours au béton ? C'est le travail sur ces matériaux alternatifs, effectivement, pour bien s'intégrer dans un quartier, dans un tissu urbain, et puis avoir aussi une échelle qui est plus petite. Je dis une échelle, c'est-à-dire... je continue l'exemple de Bagneux parce qu'on nous a demandé de faire 2 grands bâtiments dans cet environnement de une rue avec des petites maisons. Et bien nous, on s'est dit que ces bâtiments-là, en longueur, on allait les fractionner, on allait plutôt en faire 6 petits, des petits plots, quoi, qui correspondaient plus à l'échelle des maisons de la rue, et donc une perception à laquelle on est habitué et qui sort aussi de l'héritage qu'on a eu des grandes barres des années 60, qui avaient une échelle un peu disproportionnée par rapport à la perception humaine que tout le monde peut en avoir, quoi.
Et votre cabinet est-il à l'origine de la construction de l'hôpital de jour de Chevilly-Larue dans le Val-de-Marne ? Oui, exactement. Alors là, c'est un travail très spécifique. C'est un bâtiment qui est fait pour accueillir des enfants autistes, donc qui ont des troubles du spectre autistique. Donc ce sont une vingtaine d'enfants qui sont accueillis dans cet endroit-là. Et là aussi, on a travaillé de manière spécifique avec les équipes médicales pour comprendre comment pouvaient évoluer ces enfants. Et on a travaillé donc sur un bâtiment qui est entièrement en bois. Donc on s'y sent bien déjà à l'intérieur, et les équipes médicales ont pu constater justement un calme, une quiétude de l'endroit qui est très apaisant pour ces enfants qui en ont besoin. Merci beaucoup Gaston Tolila de l'agence d'architecture Tolila et Gilliland, spécialiste des constructions bas carbone. Vous êtes ce que j'appelle un véritable ambassadeur de l'écologie positive dans votre domaine d'activité. À la semaine prochaine sur Sud Radio dans La Planète Demain pour découvrir les solutions qui font que l'écologie peut être avant tout positive et non punitive. À dimanche prochain. Akena, expert en carport et pergola solaire pour des économies et un avenir durable. Et Picoty Solaire pour que l'avenir s'éclaire avec des choix durables. Vous ont présenté Sud Radio, La Planète Demain, Christophe Debien.